Bonjour à toutes et tous et merci de vous mobiliser encore aujourd'hui. Le sujet que l'on va aborder, celui du reste à charge, me semble tout à fait essentiel lorsqu'on a l'ambition qui est la nôtre de lutter contre la précarité énergétique, pour lutter aussi contre la pauvreté. On est bien dans un réseau dont l'enjeu s'inscrit dans le pacte des solidarités et donc dans cette question fondamentale de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Nous allons donner plus particulièrement la parole aux acteurs de l'habitat avec grand intérêt pour qu'ils nous expliquent et pour bien comprendre comment les parcours se construisent, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur ces questions aussi de reste à charge. Vous le savez, être pauvre, c'est vivre avec moins ou vivre avec 1120 euros. C'est un petit peu plus maintenant, ça a été un peu rehaussé avec l'inflation à 1200. Pour une personne seule, c'est vivre avec 2350 euros quand on est une famille avec deux enfants de moins de 14 ans. Autant dire que ceux qui, même si on a une prise en charge et des aides à hauteur de 90%, par exemple, 10% pour ces personnes peut être tout à fait problématique. Et donc, cette question du reste à charge est très importante. Elle pose cette importance de prendre en compte le budget des ménages quand on calcule justement cette question de l'aide, et c'est ce que vous faites, et pas seulement d'être dans une logique de montage de subventions et de demande de subventions ou de projets. Elle pose pour moi aussi une autre question. C'est qu'en travaillant sur le reste à charge, en travaillant sur ces budgets très contraints de nos ménages précaires, il ne nous faut pas seulement regarder le seuil de pauvreté monétaire, il nous faut aussi peut-être regarder le reste à vivre. Parce qu'on peut parfois être même au-dessus du seuil de pauvreté monétaire ou être au seuil de pauvreté monétaire et en fonction de sa situation avoir un reste à vivre qui rend encore plus problématique, encore plus crucial cette question du reste à charge. Donc, vous laissez très vite la parole pour que justement vous puissiez qu'on puisse ensemble, réseau d'acteurs de l'habitat et réseau d'acteurs des solidarités, être éclairés sur la meilleure façon de travailler cette question du reste à charge, sur ce que vous rencontrez, je l'ai dit tout à l'heure, comme difficulté, sur ce qui est mobilisable ou pas, et sur la façon aussi de bien en informer nos publics précaires. Souvent, pour les publics précaires, toutes ces questions, on ne peut pas les dissocier de la question de l'accompagnement et de la façon dont on met en place cet accompagnement. Mais je suis tout à fait à votre écoute avec un très, très grand intérêt pour le sujet d'aujourd'hui. Merci Yolande. Donc, je propose qu'on démarre ensemble. Sur la première slide, si tu veux bien, Sophie. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour recamper la discussion, on va parler des enjeux de la rénovation thermique pour les habitants. Ici, on ne va pas parler de ce que la rénovation thermique peut apporter en termes de lutte contre le changement climatique, puisque là, on va vraiment se recentrer sur l'habitant lui-même. Alors, lutter contre le changement climatique, ce sont des arguments qui sont avancés par les politiques de l'habitat, là où les politiques du social, à juste titre, s'occupent effectivement des plus pauvres. Et l'idée aujourd'hui, c'est de réconcilier les discours entre les politiques de l'habitat et les politiques de social et de voir que des opérateurs ANA, donc des acteurs de l'habitat, travaillent dans le même objectif que des travailleurs sociaux également qui accompagnent les plus précaires. Donc, les enjeux de la rénovation thermique pour les habitants sont multiples. Alors, bien évidemment, et en tout premier lieu, améliorer le confort thermique des habitants, qui permet par là même de prévenir leur état de santé. On a vu dans les webinaires précédents comment la précarité énergétique pouvait avoir des impacts sur la santé des habitants. Il y a bien évidemment la question de réduction des dépenses énergétiques, même si je sais, quand on est dans le cas des propriétaires occupants, certains propriétaires occupants sont en restriction de l'énergie et donc ce n'est pas en rénovant leur logement qu'ils feront des baisses, que leurs charges diminueront, mais néanmoins, on pourra leur permettre, en faisant un accompagnement au budget, de les accompagner à remettre en place le chauffage de manière à ce que leur état de santé ne soit pas fragilisé.
Et puis, bien évidemment, on observe un lien entre justice sociale et transition énergétique. L'idée n'est pas de laisser en bord de route les plus précaires. Les enjeux de la rénovation thermique, maintenant, pour les bailleurs, ils sont différents. Alors, en tout premier lieu, rester en conformité avec la loi. Je rappelle que dans le décret d'essence du 30 janvier 2002, un critère énergétique a été inséré et que sans le respect de ce critère énergétique, le logement n'est pas considéré comme décent et le bailleur ne peut pas le louer. Et également, toujours pour les bailleurs, permettre l'entretien du bien. Pour ce qui concernera les problématiques de rénovation thermique pour les bailleurs, si vous voulez bien, on abordera un prochain webinaire. On va se concentrer aujourd'hui sur la rénovation thermique des plus précaires qui occupent le logement et notamment des propriétaires occupants très modestes, voire modestes. Pardon. Les mesures existantes aujourd'hui, on a bien évidemment les aides financières de l'État à caractère incitatif, notamment l'ANA dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Il existe bien sûr des aides financières complémentaires auxquelles un certain nombre de publics peuvent avoir accès. On pense aux caisses de retraite, aux prêts à taux zéro ou au recours à certaines fondations, notamment la Fondation Abbé Pierre, que je me permets d'excuser aujourd'hui, qui n'était pas disponible, mais qui aurait beaucoup aimé participer à ce webinaire. Et enfin, on a aussi des dispositifs d'amélioration de l'habitat que certaines collectivités décident de mettre en œuvre. Je pense par exemple aux OPA, Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, au PIG, Programme d'Intérêt Général, etc. Donc là, ça part vraiment de la volonté de la collectivité d'aller plus loin que les aides de droit commun existantes. Les freins rencontrés par les professionnels. Donc, je tiens à dire que j'ai passé un certain temps avec les intervenantes que vous entendrez par la suite et que je remercie sur les freins rencontrés. Donc, je pense que ça va être un groupe de parole parce que j'ai bien senti le désarroi que je partage totalement sur les freins que ces professionnels rencontrent pour accompagner les plus précaires. Donc, on a effectivement pêle-mêle un coût des travaux qui est important, pas simplement le chantier, mais aussi les diagnostics qui sont préalables au chantier. On a aussi des délais d'instruction qui sont parfois très longs. Et des délais d'instruction très longs, ça fragilise parfois les modèles économiques et tout le temps les habitants qui, en fait, accueillent les travaux chez eux et donc se retrouvent pendant de très longues périodes dans des logements en chantier. On a aussi l'insuffisante prise en charge financière de l'accompagnement. Il faut savoir que l'assistance à maîtrise d'ouvrage financée par l'ANA est plafonnée à un certain montant. On ne va pas rentrer dans des détails, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour autant, quand on est sur des accompagnements qui vont entre 1 et 3 ans, donc ce sont les structures qui accompagnent, qui doivent finalement financer en fonds propres cet accompagnement, ce qui peut les mettre en grande difficulté. On observe également une inégalité de traitement des habitants face à la rénovation thermique. Alors, inégalité selon les départements. Alors, j'ai entendu que certaines réglementations étaient très différentes d'un département à l'autre. Et on observe aussi, en règle générale, des différences de traitement des habitants au regard de la réglementation. Si on est en secteur programmé, le secteur programmé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les OPA et les PIG, ou si on est en secteur diffus. Des réglementations financières parfois opaques, avec des difficultés justement à pouvoir accompagner les ménages dans l'explication du plan de financement, et des difficultés de plus en plus importantes pour obtenir des aides financières au titre des avances et des restes à charge, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole aux intervenantes. Donc, on a Nina Lestrade de Citémétrie, Martine Touré-Andréani de Soliavar et Patricia Sapor des Compagnons Bâtisseurs Provence qui interviennent sur des territoires différents. Contrairement aux autres webinaires, il n'y a pas un sujet en particulier que chacune d'entre elles va aborder. C'est vraiment un retour d'expérience qui sera enrichi autour des discussions. Donc, n'hésitez pas l'une l'autre à rebondir et bien évidemment les intervenants, au-delà des intervenants, les participants à poser des questions.
Donc, je sais que c'est difficile de se lancer. Nina, tu es en tout premier. Est-ce que tu veux ouvrir le bal, comme on dit? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Nina Lestrade, je suis responsable de l'antenne PACA Est chez Citémétrie, qui couvre du coup les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Donc nous avons plusieurs casquettes. Nous sommes opérateurs historiques pour l'ANA dans l'accompagnement des ménages aux aides financières et également plus récemment mon accompagnateur Rénov et également Espace France Rénov sur notamment le territoire de la métropole de Toulon via un marché particulier. Alors c'est vrai que du coup j'ai aussi la possibilité dans mon rôle de pilotage de pouvoir comparer déjà deux départements et c'est vrai que là où, par exemple, je voulais rebondir, en effet, c'était sur les freins qui ont été évoqués, par exemple, les délais d'instruction, notamment si on parle de l'ANA, qui est le financeur principal. C'est vrai qu'on est sur aussi des délais différents, en fait, selon les territoires. Je tiens à préciser que sur le Var, on rencontre une situation assez exceptionnelle cette année que l'ANA locale déplore d'ailleurs, mais qui est due à des soucis aussi de fonctionnement interne à leur structure. Après, à côté, moi, si je regarde par exemple le fonctionnement dans les Alpes-Maritimes, on est quand même sur des délais qui restent tout à fait corrects, voire très acceptables pour ce qu'on connaît de l'ANA. Donc, ça dépend aussi vraiment, oui, du territoire. Et sur des différences de fonctionnement, en tout cas, de manière générale, je pense que la petite problématique aussi qu'on peut rencontrer, en effet, c'est sur les différences d'interprétation parfois des textes où une délégation va calculer d'une manière et l'autre délégation va peut-être calculer différemment. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de jongler pour nous et d'être sûr de donner la bonne information aux demandeurs. Parce qu'en fait, on travaille toujours avec du conditionnel, que ce soit sur les montants qu'on aborde ou sur la manière dont ça va se passer. Parce qu'en fait, on ne sait jamais exactement. Nous ne sommes pas décideurs, nous sommes juste intermédiaires. Donc, en soi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accompagnement, du fait de l'évolution des règles et de la complexification, ça rend complexe aussi notre accompagnement aux yeux des demandeurs qui sont déjà perdus dans tout ce monde administratif. Et je trouve qu'en effet, c'est de plus en plus compliqué de vulgariser en fait et de leur faire bien comprendre aussi les règles du jeu. C'était un peu la première chose et ça renvoie aux financiers. Travailler sur un plan de financement prévisionnel selon la personne qu'on a en face, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est face à vraiment plusieurs facteurs, plusieurs contextes mouvants aussi dans le temps, qui sont jamais sûrs. Et au vu en effet de tous les intervenants qui existent dans le monde de l'habitat, chacun a ses propres règles aussi. Donc c'est un sacré métier de jongleur là aujourd'hui. Je trouve qu'on se doit aussi, nous, d'évoluer beaucoup. Sur le département du Var, après, il y a sûrement des choses qui vont être partagées. Je passerai la parole à Martine, je pense, mais nous avons récemment connu un changement de réglementation de la part du département, qui a un service spécifiquement réservé aux aides pour l'amélioration de l'habitat des publics modestes et très modestes en propriétaires occupants, qui est donc complémentaire aux aides de l'ANA, qui vient compléter justement les aides pour réduire le reste à charge. Et c'est vrai que au mois de juin, on a eu une information un peu du jour au lendemain sur le plafonnement en fait de cette aide que le département ne souhaite plus voir aller jusqu'à 100% du TTC, chose qui était possible pour les propriétaires très modestes jusqu'à présent. Donc, du coup, c'est un discours sur lequel notre discours, on a dû revenir dessus pour pas mal de projets. Donc, ça aussi, c'est la problématique de l'articulation et de la communication entre les
entre les partenaires financiers au sein d'un même territoire, ça rend les choses opaques pour nous et très complexes. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'anticipation. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti là-dessus. Il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu vraiment de discussion en amont pour qu'on puisse se préparer à ça. Et surtout, préparer les gens qu'on accompagne. Donc, on a dû revenir sur des plans de financement, même s'ils sont prévisionnels, du fait que les délais d'instruction de l'ANA étaient longs. On a dû revenir sur des plans de financement prévisionnels déjà présentés. Alors, on leur dit c'est le jeu, malheureusement, c'est les règles. Mais du coup, dans la réalité, ça a pu impacter certains qui malheureusement se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils se sont retrouvés justement avec un reste à charge qui n'était pas prévu. Donc, bien sûr, après, on souligne quand même certains territoires qui essayent de mettre en place des choses, même dans le diffus. Donc, dans le diffus, où on a uniquement les aides de l'ANA, on rencontre quand même des collectivités qui, en fonds propres, continuent à mettre la main à la poche, comme par exemple la métropole de Toulon, STRL Côte d'Azur Agglomération, l'agglo de la Dracénie également, avant qu'elle mette en place son PIG. Et aussi sur les Alpes-Maritimes à Nice et à Sophia Antipolis, il y a des aides qui existent pour réduire sur les travaux et aussi sur les honoraires de frais de dossier, même si on n'est pas sur des dispositifs programmés en soi. Mais du coup, voilà, après, ça pose un autre souci, c'est qu'en plus du reste à charge, là, on arrive sur la thématique aussi de l'avance des frais. Que ce soit avance des travaux ou avance des aides. Pardon, je me mélange un peu, je parle un peu de tout en même temps, parce que du coup, je n'ai pas vraiment structuré. Donc, c'est vrai que sur le reste à charge, pour revenir là-dessus, on a bien sûr identifié les partenaires existants, comme la Fondation Abbé Pierre, la SACICAP aussi, qui permet de prévenir avec potentiellement des prêts à taux zéro. Moi, personnellement, dans le Var, jusqu'à maintenant, le prêt à taux zéro n'existait pas, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des évolutions. Là aussi, encore une fois, peut-être je ne sais pas si la communication n'est pas encore officiellement faite, peut-être que d'autres opérateurs le savent. Pour nous, la SACICAP, c'est un peu fantôme sur le Var, j'avoue. Voilà, on sait pas trop ce qu'ils font pas, qui est aux commandes. Peut-être que Martine sait mieux que moi. D'ailleurs, Martine, n'hésite pas à réagir. Non, je ne vais pas m'arrêter de parler, je crois. Voilà. Juste pour finir sur le département, désolée, j'avoue, je m'énerve un peu sur le département du Var. Dernière chose aussi, c'est que du coup, eux, dans la réglementation, ils arrivent à la fin sur leur aide financière qui aujourd'hui, du coup, est limitée au hors-taxe. La problématique, c'est qu'ils demandent, eux, des factures acquittées. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu sur la paille l'année dernière. Et ça pose problème, en fait, de demander des factures acquittées. Du coup, ça demande vraiment aux propriétaires aussi du coup, d'avoir pu trouver des solutions pour financer la totalité du projet avant de pouvoir se faire rembourser par les aides. Donc, au-delà du reste à charge, on est vraiment sur, pour moi, deux sujets, reste à charge et avance des frais. Voilà, Martine, je te laisse peut-être la parole si tu veux compléter. Merci, Nina. Oui, bonjour à tous et à toutes. Peut-être quelques mots pour présenter Solia et ensuite j'enchaînerai effectivement et rebondirai sur ce que disait Nina. Je partage la majorité de ses propos et des difficultés que nous rencontrons bien sûr sur le territoire. Donc Martine Tourandriani, je suis directrice opérationnelle de Solia Var. Solia Var, c'est une association en loi 1901 qui a été créée en 1970 sur le département et qui a pour vocation donc l'accompagnement des ménages dans le cadre de l'amélioration de l'habitat existant. Nous sommes sur l'ensemble du territoire varois avec des interventions soit dans le secteur diffus, soit dans le secteur programmé.
Aujourd'hui, Soliavar, c'est une quarantaine de salariés avec une quinzaine de salariés qui interviennent justement directement sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les propriétaires. Et on a une cible d'intervention, je dirais, c'est les modestes et les très modestes. On n'intervient que pour ces ménages, propriétaires occupants modestes et très modestes, avec des priorités que sont la rénovation énergétique, l'adaptation du logement au vieillissement et au handicap, hein, pour favoriser l'autonomie des personnes, et également la lutte contre l'habitat indigne. Alors, je vous le disais, on intervient pour les modestes et les très modestes lorsqu'on les reçoit. La première étape, hein, c'est vraiment faire un diagnostic socio-économique sur la situation du ménage pour justement anticiper sur ses besoins, aussi bien en financement complémentaire qu'en avance de trésorerie. La chose va être très différente, hein, si on est sur un secteur programmé, où là, effectivement, d'une part, il y a la prise en charge des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage directement par la collectivité, chose qui n'est pas le cas sur le secteur diffus. C'est-à-dire que pour vous donner une idée sur la partie rénovation énergétique, eh bien, le coût de l'assistance à maîtrise d'ouvrage chez nous, c'est 2 000 € au total, avec un paiement fractionné, hein, la personne ne paie pas tout à l'avance. En revanche, c'est un coût qui n'est pas négligeable pour les propriétaires occupants à faibles ressources, mais c'est un coût qui se rapporte à des exigences qu'a formulées l'ANA, notamment avec la nouvelle réglementation et l'accompagnement dans le cadre de Mon Accompagnateur Rénov', puisque Solia est agréé Mon Accompagnateur Rénov'. Il y a notamment la nécessité de produire un audit énergétique qui va permettre de faire le point sur le logement et d'établir les meilleurs scénarios possibles de type de travaux. Voilà. Donc tout ceci a un coût, bien sûr. Autant en secteur programmé, c'est financé par la collectivité, c'est complètement indolore pour le propriétaire. Autant sur le secteur diffus, eh bien, le propriétaire va faire l'avance et ensuite, il ne sera remboursé de cette avance qu'une fois que les travaux seront terminés, au même titre que le montant des subventions qu'il aura reçues. Donc pour des ménages très modestes, c'est quand même très difficile. Et ça, c'est un frein qu'on voit apparaître de plus en plus par rapport à l'année dernière, où on a des montants de travaux importants, on a des montants d'ingénierie qui ont augmenté, et donc c'est un petit peu compliqué pour les ménages. C'est le premier frein, mais le deuxième frein, c'est effectivement que normalement, les travaux vont être payés par le propriétaire en cours de chantier, mais vont être remboursés. Enfin, les subventions, c'est important parce qu'ils sont quand même bien subventionnés, hein, les travaux de rénovation énergétique. Mais les subventions ne seront versées qu'à la fin des travaux. Donc, ça veut dire que soit il y a une avance de trésorerie. Alors, il y a déjà le montant de l'acompte qui est demandé par les entreprises, qui peut faire l'objet d'une avance faite par l'ANA au propriétaire. Sauf que, Nina l'évoquait tout à l'heure, on est sur des délais au niveau de la délégation du département du Var qui sont là vraiment très très importants, donc c'est pas facile, enfin c'est pas facilité aujourd'hui. Bon, mais peu importe, il y a cette avance possible, mais qui ne porte que sur l'avance qui permet de satisfaire les entreprises pour la commande des matériaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est paiement à la fin du chantier. Donc, soit c'est supporté, dans certains cas, les propriétaires demandent aux entreprises de supporter cette avance, ce qui est quand même pas très bien pour les entreprises non plus. Soit on arrive à mettre en place des systèmes qui permettent de financer, enfin en tout cas de faire l'avance de trésorerie. Alors, chez Solia, on a une convention avec la SACICAP, PACA, qui fonctionne très bien, où on a une fluidité vraiment très, très appréciée, hein, puisque une fois qu'on a le plan de financement, c'est-à-dire la totalité des cofinancements sur lesquels on est d'accord, à ce moment-là, on sollicite la SACICAP et une fois que le chantier va démarrer, la SACICAP nous verse automatiquement le montant de la totalité des subventions sur notre compte. Et ça nous permet, nous, ensuite, de payer les entreprises au fur et à mesure. C'est-à-dire que le propriétaire ne va rien payer jusqu'à la fin. En revanche, il y a la partie reste à charge
qui lui reste le dernier frein, mais pas des moindres, hein, pour effectivement boucler l'opération. Alors, Nina le disait, hein, sur les secteurs programmés, dans la mesure où il y a un complément des EPCI et des communes, dans certains cas, ça peut en partie résoudre la situation. Dans le diffus, ce n'est pas le cas. Et avec des montants de travaux importants, hein, j'ai en tête facilement 50 000, 100 000 euros de travaux, forcément, le montant reste à charge est d'autant plus important. Donc là, il faut qu'on trouve des solutions, enfin des alternatives sur alors, il y a le prêt à taux zéro, les fondations, ça a été dit, mais également peut-être trouver de la part des collectivités des solutions complémentaires sur sur de la prise en charge avec peut-être des relais des opérateurs pour un paiement sur des mensualités. Enfin, tout ça est à construire parce qu'on voit bien que c'est aujourd'hui le frein principal sur des projets de rénovation qui sont de plus en plus d'ambition, hein, ce qui est nécessaire. On est sur des réhabilitations globales avec des montants de travaux très importants. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. La SACICAP, effectivement, j'insiste là-dessus, ça fonctionne bien dans le Var et ça nous permet d'avoir cette agilité par rapport aux propriétaires occupants à faibles ressources qui n'ont plus du tout à se préoccuper de ce problème de paiement des travaux à hauteur seulement, bien sûr, du montant des subventions auxquelles ils auront droit. Martine, est-ce que la SACICAP VAR, on est d'accord que jusqu'à maintenant, ça fonctionne, mais uniquement sur l'avance des subventions et non pas sur un prêt à taux zéro reste à charge, hein, c'est bien ça? Tout à fait, c'est tout à fait uniquement sur l'avance des subventions. Mais c'est déjà bien. Oui. L'idéal, ça serait d'avoir un prêt à taux zéro qui a été évoqué à un moment par la SACICAP, mais qui n'est pas encore en œuvre. Si je peux me permettre, et avant de laisser, si tu as fini, bien évidemment, Martine. Oui. Merci beaucoup. Hein, la parole à Patricia, justement. Pour rester sur ce sujet de la SACICAP, j'avais souhaité solliciter une intervention de SACICAP Provence, donc du coup, qui permet effectivement de faire des avances et des restes à charge, de financer des avances et des restes à charge. Et donc, en fait, SACICAP Provence m'a informé que suite à une délibération de leur conseil d'administration, ils ne financeraient plus l'accompagnement des propriétaires occupants, sauf exception, avec des communes avec lesquelles ils avaient contractualisé. Et ils m'ont invité à me rapprocher du SACICAP PACA, que j'ai invité aujourd'hui, mais qui n'a pas pu répondre. Ce que je vous propose, en l'absence de la présence des deux SACICAP d'ailleurs, c'est d'approfondir le sujet et de vous le mettre dans le compte-rendu, pour qu'on soit tous au clair de cet élément-là. De même également que la Fondation Abbé Pierre, que j'ai excusée tout à l'heure, qui ne pouvait être présente, peut-être rappeler également pour les personnes que ça pourrait intéresser, les conditions pour pouvoir bénéficier de financements complémentaires de la Fondation Abbé Pierre au titre de l'accompagnement des propriétaires occupants. Je laisse la parole à notre troisième intervenante, à savoir Patricia Sapor. Ah, le micro n'est pas enlevé, Patricia. Oui, voilà. J'avais oublié. Bonjour à tous, Patricia Sapor des Compagnons Bâtisseurs Provence. Je suis chargée de mission accompagnement des propriétaires occupants. Donc, je pense que je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit parce que je me rends compte qu'on a vraiment tous les mêmes difficultés. Alors après, j'avoue que je pense que c'est effectivement très dépendant des territoires, mais nous, en Provence, on a finalement pas beaucoup de travail, mais pas trop de difficultés à financer le reste à charge, jusqu'à un reste à charge zéro sur des projets travaux lourds en diffus où on a pu monter jusqu'à 107 000 euros.
Donc, en fait, on sollicite tout ce qui est possible de solliciter, hein, bien sûr. L'ANA, on a la chance d'avoir Provence Éco-Rénov', donc ils ne sont pas forcément réactifs. Et c'est très compliqué d'avoir une réponse positive. Mais pour autant, sur des projets travaux lourds, c'est quand même une subvention de 4 000 euros. Après, on va solliciter des fondations privées comme Stop Exclusion Énergétique, comme la Fondation Abbé Pierre, le fonds travaux de l'Association nationale des compagnons bâtisseurs Provence. Donc voilà, finalement, on arrive plus ou moins à boucler le plan de financement. Ce qui devient par contre très, très, très compliqué, c'est effectivement les délais de réponse de l'ANA qui étaient de un mois et demi pour les notifications d'octroi. Après, il fallait compter 15 jours, 3 semaines de plus pour recevoir l'avance, mais aujourd'hui, on est sur des délais où entre le dépôt de permis et la réception de l'avance, on est à 4 mois. Donc, en fait, le projet n'est plus financé puisque les devis, en fait, ont augmenté. Et là, on vient d'avoir une très, très mauvaise surprise puisque nous, à la suite des réceptions des notifications d'octroi, on monté un dossier SACICAP. Alors, les délais se sont de plus en plus allongés jusqu'à avoir plus de 6 mois de réponse sur un dossier. Et là, on vient d'apprendre que la SACICAP ne vient plus sur les propriétaires occupants, sauf grosse exception. Donc, on travaille habituellement avec des propriétaires occupants très, 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 très modestes, hein, souvent des RFR 0. Même un crédit à taux zéro, c'est même pas pensable pour eux et du coup, ça devient effectivement très compliqué. Et je dirais que ce qui me pose de plus en plus problème, c'est que finalement, les entreprises qui vont pouvoir intervenir chez ces propriétaires, ce sont des entreprises qui sont quand même, qui ont une dimension importante et que finalement, ça exclut presque de fait les petits artisans de proximité qui pourraient avoir autant de compétences, mais qui n'ont pas cette capacité à faire l'avance du chantier. Et je trouve que ça rajoute une dimension. C'est compliqué pour les propriétaires, c'est compliqué maintenant pour les opérateurs et pour les entreprises. Ça pose quand même un vrai problème. Merci Patricia. Peut-être il y a quelque chose que je trouverais intéressant, peut-être que vous reprécisiez. Martine l'a un peu abordé. Parfois, la crainte que me remontent certains travailleurs sociaux, c'est comment est établi le programme de travaux. J'ai l'impression que certains travailleurs sociaux craignent que le programme de travaux échappe aux propriétaires occupants et que de ce fait, le budget lui échappe. Sauf que ce que j'entends dans vos pratiques respectives et dans votre éthique, votre déontologie, c'est qu'il y a quand même un accompagnement budgétaire. Le budget, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, est bien vu avec l'habitant avant le montage du dossier de financement. C'est peut-être bien de le rappeler parce que j'ai l'impression que c'est une inquiétude de certains travailleurs sociaux. Et comme le compte-rendu sera diffusé largement, voilà. Je vois Nina. Oui. Nous, ce qu'on remarque en fait juste là-dessus, des fois, c'est aussi la difficulté des propriétaires aussi à s'approprier leur projet. Je pense que, encore une fois, selon qui on a en face de nous, on a des gens des fois qui se déresponsabilisent aussi un petit peu de tout ça, dans le sens où il y en a qui partent du principe que l'État met en place des aides financières, donc tout est gratuit, et d'autres qui n'ont simplement pas la capacité aussi à vraiment tout comprendre. C'est compliqué. Ils n'ont pas l'expérience, ils ne sont pas dans le domaine. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que parfois, on a aussi des difficultés à bien les sensibiliser à ça.
Et donc, même si on fait le maximum au démarrage, on peut se retrouver quand même avec des mauvaises surprises en cours de route, avec des gens qui finalement n'ont pas bien budgété, n'ont pas compris, ou disent ne pas avoir compris, et se retrouvent du coup eux-mêmes en difficulté, parce qu'en fait, il y a un process dans le dossier de subvention qui est assez complexe, et même avec des frises, des fois, on a des gens qui reviennent, qui ont oublié, qui lisent mal ou qui lisent pas. Donc, en fait, ça rejoint aussi aujourd'hui la complexification de nos métiers, qui fait que, bien sûr, heureusement, je pense que nos honoraires, en effet, enfin, du moins, la prime a été augmentée de la part de l'ANA pour l'accompagnement de ces ménages. Mais alors, l'accompagnement, il a un peu triplé, quoi, quand même. Parce que là, on est vraiment sur des montagnes de milliers d'euros, et faut pas, voilà, en effet, faut pas se rater, quoi. Voilà. Sans parler des personnes qui n'ont pas accès à certaines solutions, des personnes âgées qui ont des difficultés à obtenir des prêts, qui ne seraient pas accompagnées par des familles pouvant les aider, même si à la SACICAP, en effet, le dossier SACICAP en lui-même est un peu lourd, mais c'est surtout qu'en fait, ça demande un temps tellement long qu'on a des personnes qui ne veulent pas attendre tout ce temps-là et qui... C'est du cas un peu particulier. Je ne dis pas que c'est très, très compliqué et qu'il y a des problèmes avec tous les dossiers, heureusement. Mais ponctuellement, ça peut arriver. En tout cas, on a une vigilance qui est plus importante là-dessus qu'avant. Et ça nous demande du temps. Et c'est du stress aussi. Voilà, de se dire que si quelqu'un se plante par rapport à une entreprise, il peut être mis en difficulté. Voilà, parce que derrière, après, c'est à nous qui viennent demander de régler les choses. Bon, voilà. Mais ouais, la compréhension du microcosme, c'est lourd. Il y a Martine qui voulait intervenir et Yolande a deux questions, je crois. Ben oui, comme je ne connais pas, je vais faire les questions de la Béotienne, vous voyez. Donc mais peut-être Martine était avant, je ne sais pas. Il y a Martine et Patricia, mais peut-être tu peux poser des questions. Elles pourront peut-être répondre. Oui, moi je veux bien pour qu'on clarifie pour tous, y compris pour les acteurs des solidarités et des sociales qui sont présents. Ce que vous prenez en compte quand vous faites une analyse budgétaire, jusqu'où vous allez, est-ce que vous regardez les questions d'endettement, etc. Et est-ce que vous avez expliqué aussi même des difficultés pour les personnes précaires, la question de la temporalité, la question de bien s'y retrouver, la question d'un accompagnement qui devient de plus en plus lourd. Et si j'ai envie de dire, c'est souvent le cas quand on travaille sur ces types de publics qui sont aux prises d'une multiplicité de difficultés. Donc, est-ce que vous avez des liens particuliers avec, par ailleurs, les travailleurs sociaux qui les accompagnent dans d'autres lieux? Comment ça marche dans cet écosystème? Alors, du coup, Martine et Patricia ensuite. Alors, la question effectivement de la vérification de la capacité du ménage à s'engager dans un process qui est long, coûteux et complexe, effectivement, elle est essentielle. Et donc, dans notre structure, en fait, l'accompagnement des ménages se fait au travers d'un binôme qui est constitué d'une conseillère habitat, qui va avoir une approche administrative, financière et socio-économique, pendant que le technicien, lui, ne va intervenir que sur le volet technique. Donc, ça permet de séparer les deux approches. Chacun va être sur son propre champ sans qu'il y ait finalement, du coup, une mauvaise, enfin, pas une mauvaise, mais en tout cas, une orientation plus vers l'un ou l'autre. Voilà. Ce que j'entends, c'est que la conseillère habitat, c'est elle qui, dans un premier temps, vérifie l'éligibilité du ménage. Mais ensuite, elle va avoir tout un discours sur le type de financement, le process qui va se dérouler avec les différentes phases de travaux et la nécessité donc d'avoir effectivement de l'avance de trésorerie à certains moments, le reste à charge de toute façon. S'il n'y a pas de financement complémentaire, il faudra bien le financer. Et ça, c'est vu avec la personne. Alors, on ne va pas lui demander non plus ses relevés de banque et voilà. Mais ça s'inscrit dans une relation de confiance.
et surtout dans la possibilité de montrer à la personne que effectivement, si elle a 90%, 80% du montant des travaux, à partir de simulations de plans de financement qu'on lui montre dès le départ sur des plans de financement théoriques. C'est-à-dire, voilà, bah, si par exemple il y a 50 000 euros de travaux, vous aurez droit à ça. S'il y a 100 000 euros de travaux, vous aurez droit à ça. Ça permet de montrer à la personne qu'avec le cumul des autres financeurs qui vont compléter le plan de financement, eh bien, elle aura quand même un reste à charge de temps. Donc, on explore avec elle les possibilités, soit sur ses propres en tout cas sur sa capacité de financer, soit sur le recours à de la famille, soit le recours à l'emprunt, bien sûr. Voilà, on regarde tout ça pour sécuriser à l'entrée le devenir de ce projet. Parce que si effectivement on ne regarde pas ça au début, on a, comme le disait Nina, hein, des propriétaires qui n'ont pas vraiment conscience de tout ce que ça va nécessiter tout au long de l'accompagnement du projet et qui risquent de se retrouver, déjà qui seront peut-être trop ric-rac sur leur plan de financement, ça peut les mettre en difficulté, et également sur la fin du process, ça peut s'interrompre parce que tout ceci n'a pas été vu en amont. Mais on ne va pas avoir une approche, donnez-moi tous vos justificatifs pour être sûr que vous me dites bien la vérité, hein, on n'est pas sur ce registre-là. On est sur l'établissement d'une relation de confiance et de transparence dès le départ. Voilà. Et juste une chose, parce que à tort ou à raison, mais c'est ce que des personnes qui se sont précaires, qui se sont engagées dans une rénovation m'ont rapporté, c'est la question de quand intervient la conseillère habitat qui est au départ et quand intervient le conseiller technique. Et en me disant, je vous dis à tort ou à raison, que le fait que le conseiller technique, en fait, arrivait tardivement, alors que lui allait vraiment regarder par rapport à la situation en fait du logement, qu'est-ce qu'il fallait faire comme travaux pour arriver à passer telle et telle classe énergétique. En fait, ça créait en fait des difficultés et ça créait une opacité sur cette question du reste à charge. Donc, en fait, pour une personne qui en plus vous dit pas au fait de toute cette réglementation qui d'ailleurs vous avez expliqué est déjà compliquée un peu pour tout le monde, même quand on est un professionnel. Alors imaginons quand on est une personne qui ne connaît pas et qui est en plus empêtrée, comme c'est souvent le cas dans plein de situations et plein de... Voilà, là, il y a un problème de parcours en fait. Alors je ne sais pas, vous me direz si vous rejoignez ou pas, mais en tout cas, moi j'ai entendu ça. Non, pour moi, c'est complémentaire parce que la conseillère habitat, elle va vraiment faire le point sur la situation du ménage et bien entendu, elle va en informer le conseiller technique et le conseiller technique, il intervient très rapidement après la conseillère habitat. Hein. Et donc, il se rend sur les lieux, pardon? Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire? C'est dans la foulée. Non, parce que moi, j'ai vu des cas où c'était quand même relativement... il y avait quand même 2 mois ou 3 mois qui s'étaient... Non, normalement non. C'est dans la foulée et ensuite il y a un dialogue entre parce que la conseillère habitat a prévenu le conseiller technique que ce ménage peut-être il aura des difficultés sur tel et tel plan. Et de la même façon, le conseiller technique, il va peut-être se rendre compte quand il va aller sur place que ok, il voulait faire l'isolation, mais sauf que l'installation électrique, elle est très dangereuse. Donc il faut peut-être intervenir là-dessus d'abord. Voilà. C'est ça. Et ça, c'était ma deuxième question, mais sans vouloir monopoliser, parce que je veux vraiment comprendre pour savoir comment on tire tous les leviers. J'en discutais avec Anne-Claire qui me disait mais non, il y a des possibilités. Mais parce que moi, ce que j'ai entendu, parce que j'entends des choses qu'on me rapporte, c'est de dire que effectivement, être vraiment la nécessité d'être très clair sur au-delà de l'enjeu de faire telle et telle rénovation pour monter, au-delà de la question de ce qui va être subventionné ou subventionnable, de savoir qu'il peut y avoir d'autres travaux qui peuvent du coup être générés parce que vous dites et qui n'ont pas forcément ne vont pas rentrer forcément dans le financement de la subvention ou vont pas et donc est-ce qu'on a d'autres possibilités d'être aidé ou est-ce qu'il faudra se rendre compte que c'est un vrai reste à charge? Vous voyez, pour la personne, en fait, moi j'ai eu beaucoup de sujets autour de ça. Peut-être, peut-être laisser Patricia ensuite vous compléter. Je vois, il y a Patricia, encore Nina. Et je vois que Martine a aussi envie d'intervenir, donc c'est juste pour faire un roulement.
Alors, en fait, nous, on fonctionne tout de même un peu différemment. Déjà, il y a une première chose. Dans les travaux qu'on va prendre en compte, on va pas seulement tenir compte des travaux qui sont éligibles aux aides de l'ANA, mais on va considérer l'ensemble du logement. Ensuite, moi, je travaille également en binôme avec Martin Lefebvre, qui est coordinateur de travaux. Mais en fait, tout le début de l'accompagnement, on le fait ensemble. C'est-à-dire que lui a un regard qui est également financier, à savoir que lorsqu'il va repérer des travaux, il sait tout de suite si ce sont des travaux éligibles, des travaux pas éligibles. Et moi, j'ai un regard technique qui me permet aussi de voir assez rapidement dans quel type de dossier on va être. Donc, on a un fonctionnement qui est de dire à l'habitant, on va partir du projet idéal, c'est-à-dire que ce projet idéal, il va être défini par les envies et les besoins dans le logement de la famille. Et ça peut être aussi créer, je ne sais pas, un petit coin espace bureau pour les enfants qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Mais ça va être aussi donc les besoins de l'habitant, ça va être une étude technique du logement et une étude thermique. Et en fait, la réunion de tous ces besoins va donner ce qu'on appelle un petit peu le projet idéal. À partir de là, donc, on va déterminer une liste de travaux. On va évaluer les subventions qu'on pourrait obtenir, que ce soit des subventions de droit commun ou des subventions de droit privé. Et ensuite, on va retravailler avec l'habitant parce que malheureusement, le côté dépenses est toujours beaucoup plus élevé que le côté financement. Et comme ça, on va travailler sur ce qui est important pour l'habitant et ce qui est important pour le logement. Et jusqu'à obtenir l'équilibre pour qu'il y ait, si possible, quand les gens ne peuvent pas avoir un reste à charge, pour arriver à un reste à charge zéro. Après, si les gens ont une petite capacité, tout va bien, ça peut aider, mais on est souvent sur des publics qui sont vraiment avec des RFR zéro, qui cumulent souvent des difficultés d'autres types, le handicap, pas avoir accès à l'informatique, ne pas savoir lire. Donc, ça veut dire que quelquefois, on fait, c'est mon collègue surtout qui s'occupe de ça, qui va faire toutes les visites pour recevoir toutes les entreprises sur tous les postes de travaux. Donc, c'est vrai que c'est des accompagnements qui sont très lourds, mais nous, on est essentiellement sur ce type de public. Donc après, on va, à partir du moment où le programme aura été défini, où le plan de financement est calé, bouclé, et où on sait vraiment qui fait quoi et qui paie quoi, à ce moment-là, c'est vrai que nos interventions vont se scinder, à savoir que lui va être vraiment sur le côté technique et mise en œuvre, et moi, je vais être sur le côté administratif et financier. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre aux inquiétudes que pourraient avoir les habitants, les travailleurs sociaux, mais c'est vrai qu'il faut être là sur toutes les phases, rappeler toutes les phases du projet tout le temps, et qu'on est souvent sur des accompagnements qui sont, quand tout se passe bien, sur 2-3 ans. Oui, c'est ça, très long. Nina? Oui, je vais essayer d'aller vite, mais en fait, je voulais juste illustrer avec deux petits points pour montrer aussi la différence en retour d'expérience sur deux territoires. Et notamment, nous travaillons sur le territoire de Toulon avec la casquette de Espace France Rénov', donc sous le SAR, donc le service d'accompagnement de la rénovation énergétique qui a été mis en place par l'État et en fait qui permet de financer en fait des conseils déjà techniques pour tout type de public, tout type de projet, quelle que soit l'issue en fait du projet, qu'il y ait un dossier de subvention ou pas derrière. Donc en fait, c'est vrai que sur ce type de mission-là, on est en capacité déjà de rentrer dans le vif du sujet au niveau du projet, au niveau des travaux,
Et du coup, c'est la première clé d'entrée. Et ensuite, la discussion, on va dire, est transférée sur l'aspect plutôt faisabilité, une fois que le technique est fait. Mais parce qu'en fait, le service est financé comme ça pour l'opérateur, et on s'est rendu compte que c'était assez, entre guillemets, assez pratique, parce que ça permet déjà d'évaluer où on va techniquement, et ensuite de voir avec la faisabilité plutôt administrative et sociale, vers quel dispositif on peut orienter le propriétaire, et de rentrer ensuite dans une phase qui est plus de l'accompagnement au dossier. Si je mets ça en fait simplement, du coup, on est déjà sur quelque chose où on a déjà pas mal de réponses en fait, nous, sur vers quel dossier on va, est-ce qu'on peut le monter, et le propriétaire a déjà un peu un projet ficelé. Et je mets ça en lien avec le diffus, donc des secteurs où il n'y a pas de dispositif programmé, donc pas de prise en charge en avance pour le propriétaire, où là, le demandeur, en fait, il est sur une base contractuelle avec un opérateur. Nous sommes un opérateur privé, donc on a forcément des honoraires. Et en fait, comme le disait Martine, on a forcément, comme tout, entre guillemets, commerciaux, quand même un échange à avoir avec le demandeur au démarrage, pour s'assurer quand même si on lui fait signer un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, évidemment, c'est parce qu'on estime que son dossier devrait pouvoir aboutir. Mais c'est compliqué, en fait, déjà, à ce stade-là, au premier contact, de passer beaucoup de temps sur la thématique technique, sociale, financière, alors que le propriétaire nous a pas payé, tout simplement, d'acompte. Et du coup, pour la conseillère habitat qui prend les infos de base, c'est vraiment au départ sur l'éligibilité, sur les quelques règles importantes que le propriétaire doit savoir pour ne pas se retrouver en difficulté, pour avoir une notion globale. Mais là, c'est clairement, je pense, en effet, une limite due à comment ça fonctionne dans le diffus, sur la partie vraiment juste prestation payante de l'accompagnement, en fait. On ne peut pas passer 3 heures au téléphone avec chaque personne qui nous appelle, parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas payé pour. Voilà. Donc là, clairement, je rentre un peu dans la difficulté du sujet financier, parce qu'en fait, ça arrive aussi des fois qu'on accepte de faire des arrangements aussi aux propriétaires, parce qu'on fait confiance au propriétaire, parce qu'on se dit que son projet va passer, donc on accepte d'aller sur place, de ne pas encaisser l'échec tout de suite, voire d'attendre vraiment très longtemps avant d'encaisser l'échec, parce que certains nous disent si j'ai pas les subventions, je vous paierai pas. Donc là, on se retrouve avec un dilemme. C'est soit on laisse partir ces personnes qui clairement ne peuvent pas nous avancer les frais, et c'est la même chose qu'une entreprise qui ferait les travaux, en effet. Soit on accepte de faire un petit peu la banque quand on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, hein, bien sûr, encore une fois. Donc, ouais, c'est un petit peu la question, et heureusement, ça reste peu par rapport au volume qu'on a, mais ça existe. On se retrouve à devoir attendre 6 mois avant d'encaisser la compte pour le travail qu'on a fait. Et du coup, forcément, pour nous, c'est de la trésorerie. C'est juste que je me dis, c'est sûr que ce système-là, si on fait tous comme ça sur toute la France, les entreprises ne tiendraient pas longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pardon. C'est bon. Non, je ne voulais pas vous couper. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions à nos intervenantes? Je vois dans le chat, il y avait une question de Nina. Provence, quel territoire? Alors, je crois que c'est Bouches-du-Rhône. C'est bien ça, oui, pardon. Patricia? C'est quand Patricia a pris la parole, en fait, parce que du coup, je n'ai pas compris de quel territoire il s'agissait. Provence est dans large. Ouais. Juste. Les Bouches-du-Rhône. Ah ouais, je me doutais bien, parce que les noms ne me parlaient pas. Voilà. En opération programmée ou en diffus. Ok, Bouches-du-Rhône. Je vois également que Stéphanie Marie, qui nous a quitté du conseil départemental du Vaucluse, disait que ça
tout ce que vous avez pu dire, en fait, ce sont des situations malheureusement qu'on rencontre aussi dans le Vaucluse. On a une question de Céline Bertrand. Oui, j'avais une question. Je ne sais pas si ça existe. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si ça existe d'un point de vue étude globale en France ou par organisme, mais je me demandais ce que c'était en moyenne les restes à charge. Voilà, si vous pouviez dire chacun dans vos organismes, c'est quoi à peu près les moyennes de restes à charge? Alors, j'avoue que nous, on avait fait ce travail, mais sur de l'opération programmée, parce qu'on nous demande des bilans assez poussés. Donc, forcément, on est sur des subventions qui sont majorées. Donc, de mémoire, on était sur en termes de rénovation énergétique, on était sur des financements qui oscillaient proche de 80% en moyenne du coût de travaux. Un petit peu plus en travaux d'adaptation, un petit peu moins en travaux lourds, évidemment. Voilà, donc ça laisse une idée d'un reste à charge qui va osciller entre 15 et 20%. Maintenant, dans le diffus, en toute honnêteté, c'est ma première année en fait vraiment sur du diffus, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que du coup là j'ai le retour d'expérience de tout 2024 sur le diffus. J'ai pas encore fait ce travail-là parce qu'on a aussi beaucoup de retard d'instruction, donc je me suis dit que j'attendais quand même d'avoir le maximum de chiffres pour pouvoir voir ce que ça donne, mais c'est sûr que oui, ce sera un petit peu plus, mais il y a quand même des financeurs complémentaires. Voilà. C'est possible d'avoir le reste à charge plutôt en euros, même si c'est très variable d'un projet à l'autre. Mais je pense que c'est, oui. si je comprends bien la question de Céline, je pense que c'est peut-être pour rapprocher le montant, je dis n'importe quoi, pour une personne au RSA. Est-ce que ça va être 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros? Peut-être que se faire une idée, voilà, concrètement de ce serait même 2 000 euros. Oui, voilà. Pour quelqu'un qui est au RSA ou qui est. Si vous avez ces informations-là, toutes les trois. Martine, moi, je n'ai pas l'information par type de ressources du demandeur, par contre, mais Martine, peut-être. Oui, alors ce qui me paraîtrait plus intéressant qu'une moyenne, c'est de partir sur un montant médian, parce qu'on a des écarts qui sont quand même assez conséquents. On peut avoir 500 euros ou, je dis n'importe quoi, hein, 40 euros dans un cas, et après 15 000 euros, 20 000 euros. Mais c'est toujours quand on est sur des travaux de grande importance. Donc un montant médian me paraîtrait plus adapté, et c'est vrai que ça va dépendre aussi, ça serait bien d'avoir ces montants-là au niveau des modestes et des très modestes, parce que là, forcément, sur les modestes, il y aura plus de reste à charge. Mais moi, j'ai commencé à faire ce petit travail là-dessus. C'est pas encore. Je souhaiterais le faire sur l'année complète. Pourquoi? Parce qu'on est sur un nouveau dispositif, hein. Mon accompagnateur Rénov, avec des travaux qui sont beaucoup plus importants pour avoir de la visibilité là-dessus. Donc, je vais attendre la fin de l'année pour faire ce petit travail de recensement. Mais je pourrais vous le fournir, bien sûr. Je suis en train de chercher, pardon, parce que du coup, nous, on a eu un PIG sur la métropole de Toulon qui a duré 5 ans. Et c'était essentiellement du coup des modestes et très modestes. Mais par contre, j'ai uniquement en effet des moyennes, et c'était en effet sur l'ancienne réglementation. Donc, on était sur des types de projets qui étaient pas aussi conséquents. La réglementation était un peu moins ambitieuse. Mais bon, pardon, ça reste de la moyenne, oui, c'est ça. Ah ben là, ouais, on était à 71%, donc un peu moins. Donc, par exemple, on avait des projets qui étaient grosso modo dans les 20 000 euros en moyenne, 19 112 exactement TTC, sur la moyenne de ce qu'on a pu enregistrer nous on a eu 420 dossiers pure énergie, hein, j'enlève les autres hors travaux lourds, hors adaptation. Avec des aides financières moyennes qui oscillaient autour de 13 14 000 euros, donc 13 560. Donc là, oui, on a des restes à charge qui étaient en moyenne à 5 500 euros.
Mais en effet, là, par exemple, l'exemple que je donnais, il était subventionné à 92 000 avec un reste à charge qui était plutôt de 2 000 et quelques. Mais voilà, après, comme dit Martine, forcément, ça reste une moyenne. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va être un peu au-dessus, hein, parce qu'on est sur des projets de travaux qui sont du double. Hein. Ouais. Ah oui, facile. Très rapidement, je suis désolée. Très rapidement, Patricia, et en plus, on va sur ma d'autres questions et après, on conclut, parce que j'imagine que tout le monde a un emploi du temps chargé. Nous, sur le territoire des Bouches-du-Rhône, que ce soit en secteur diffus ou sur des secteurs où on a des opérations programmées type OPA ou PIG, on arrive à un reste à charge zéro. Ah oui. Avec des montants de rénovation énergétique qui sont de plus en plus importants puisque les prix ont flambé. Quant aux travaux lourds, on est tout de suite sur 100 000 euros, quoi. Hein, mais en mobilisant des aides en dehors de la prise de l'ANA, en prise en compte de l'ANA, c'est ça? C'est l'APSECAS, c'est ça? Tout à fait, en mobilisant l'ANA, plus toutes les fondations privées, plus quelquefois Provence Éco-Rénov, qui est une subvention du département, plus les caisses de retraite, plus quelquefois il y a 5 ou 6 ou 7 dossiers, quoi. Hein. Ok. Et au départ, vous avez quand même pointé les unes et les autres la question de l'inégalité territoriale, c'est-à-dire qu'en fonction du territoire où on est, on n'a pas forcément tout ce complément. Et en plus, vous avez même pointé qu'on n'a même pas forcément la même lecture de la réglementation. C'est ça. Oui, et tous les publics ne sont pas éligibles, je tiens à le dire, à la Fondation Abbé Pierre. Voilà, parce que sur les PIG, on n'a pas que des retraités et des très très modestes, on peut avoir des modestes aussi. Donc la Fondation Abbé Pierre, elle intervient quand même sur des dossiers vraiment les plus en détresse. Donc forcément, nous, on n'a pas pu aller chercher la FAP sur une bonne partie de ce qu'on avait. D'accord. Et sans que soit pris en compte pour ceux qui ne sont pas parmi les plus précaires, mais par exemple les modestes, cette question que j'évoquais du reste à vivre aussi. Parce qu'en fait, quand on regarde le reste à vivre, parfois, vous pouvez être dans la case, non pas des très précaires, mais des modestes, oui, et avoir un reste à vivre qui soit encore plus faible. Hein. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ceux qui sont allés jusqu'au bout, vraisemblablement, ils étaient en capacité d'absorber. Mais c'est vrai qu'on a eu des déchets, bien sûr. Il y a eu forcément des personnes qui n'ont pas donné suite pour des raisons, je pense aussi, de non-viabilité, qui sont partis sur quelque chose du coup de plus étalé dans le temps. Voilà, des fois, ça arrive aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, je me sens très grossière, mais en fait, c'est le timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Céline? Je vois la main encore relevée pour Céline. Peut-être elle n'est pas rebaissée ou elle a une autre question. Non, je fais exprès, excusez-moi. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ce qu'on se disait, tu veux le dire? Oui, on se disait qu'on allait voir si on pouvait provoquer en fait une rencontre dans le cadre de cette dynamique de réseau avec le délégué national de l'ANA, ma présence. Voilà, de manière à discuter de tout ça. Voilà, de manière à renforcer les discours. Alors, l'idée n'est pas de pointer des instructeurs locaux, bien sûr que non, mais d'arriver, je vois une petite main qui se soulève un petit, voilà, d'arriver en fait à faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair pour vous qui accompagnez les habitants et bien évidemment plus sécurisant pour les habitants. Ce qui est étonnant, c'est cette interprétation que j'ai entendue. Alors moi qui suis juriste, ça me fait bondir, cette interprétation de réglementation. Alors je peux entendre que secteur diffus et secteur programmé, ce ne soit pas la même chose, mais une réglementation, elle doit être la même pour tous, parce que sinon, c'est pas du tout sécurisant. Et ce que je vous propose également en parallèle, c'est de vous dire, de mettre en compte rendu, comme je vous le disais tout à l'heure, le retour du SASTICAP et de la Fondation Abbé Pierre pour clarifier les positionnements de chacun pour les financements en termes d'avance, de reste à charge et sur les 6 départements de la région PACA, tant que faire se peut. Est-ce que ça convient à tout le monde?
Oui. Super. Parfait. Alors, le prochain épisode, prochain webinaire, le dernier webinaire de l'année. Il restait une thématique à aborder qui était celle de l'accompagnement des locataires et notamment des médiations à faire avec les bailleurs, qui sont des questions épineuses et qui renvoient aussi aux aides financières, parce que les propriétaires bailleurs peuvent également solliciter des aides de l'ANA. Donc, si vous en êtes d'accord, c'est un peu la suite, puisqu'on a un peu présenté dans le PowerPoint au début. Si vous en êtes d'accord, je propose ce sujet-là à l'ordre du jour du prochain webinaire. Ou si vous voulez me contredire, il n'y a aucun souci, c'est votre réseau. Donc, j'attends là que vous fassiez des contre-propositions pertinentes. N'hésitez pas. Et qui ne dit mot consent, hein, c'est bien connu, ça. Non. OK pour moi. OK pour vous, parfait. Impeccable. C'est bon pour tout le monde? Très Pardon, bien. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste répéter? Pardon. Oui, l'idée, c'est qu'au prochain webinaire, on puisse aborder, là on a abordé plutôt la question des propriétaires occupants, on puisse aborder la question des locataires, comment faire en sorte d'accompagner les locataires à lutter contre la précarité énergétique dans leur logement, ce qui va passer par la question de médiation, qui était une problématique qui avait été remontée par les membres du réseau le jour où en fait on a inauguré le réseau lors du premier webinaire, et c'était une question qui interrogeait un certain nombre de membres, comment faire en sorte d'obtenir de la part du bailleur notamment des améliorations dans le logement au niveau de la précarité énergétique, ce qui fait écho au fameux décret d'essence que j'abordais tout à l'heure. Est-ce que j'ai été assez claire? C'est bon. Voilà. Merci. Impeccable, et à très vite alors. Merci. Pour notre rendez-vous mensuel. Merci. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.